des ambassadeurs africains basés à Genève, en Suisse, a eu l'honneur de s'entretenir avec le président de la République. L'occasion a été ainsi mise à profit par ces diplomates du continent de rappeler le parcours du professeur Alpha Condé dans son combat politique qui lui a permis de conduire les destinées de la Guinée. Aujourd'hui, nous faisons ensemble, du travail que nous menons ensemble, dans un cadre de coordination avec l'Union africaine, nous avons les qui est ici. Et Excellence, permettez, avant que nous démarrions cet entretien que nous avons besoin d'avoir avec vous, quand même de rappeler que, avant que nous accédions à votre fonction en la tête de la Guinée, nos collègues le savent également, on peut s'empêcher de rappeler votre passé de militants étudiants, de militants et d'hommes politiques, un politique qui a quand même mené un long combat pour la démocratie en Guinée et pour l'unité africaine, mais également car je portais également cette vision panafricaniste pour notre continent. Excellence, vous avez donc mené ce long combat au prix d'avoir de multiples privations. Puis, à l'issue des élections de 2010, les Guinéens vous ont accordé leur confiance pour incarner ce changement que la société guinéenne a souhaité. Excellence, depuis votre prise de fonction, vous êtes attelé à asseoir l'institution démocratique en Guinée et à renforcer la cohésion et l'unité nationale, mais surtout à promouvoir la bonne gouvernance dans les différents secteurs de la vie socio-économique de Guinée. Excellence, vous avez lancé de nombreux chantiers prioritaires pour le redressement de la Guinée, qui permettez, Excellence, parmi ces différents chantiers que je rappelle, cette ferme détermination qui est la vôtre, de restaurer la bonne gouvernance dans le secteur minier, afin que le peuple de Guinée puisse véritablement profiter de ses richesses, et que ce secteur soit un véritable levier pour la croissance, le développement et le progrès de la Guinée. Permettez, Excellence, que je donne également la parole, après c'est votre objectif, à l'ambassadeur Bouzou, qui également souhaitait dire un mot à votre intervention. Merci, Excellence. Le président de la République a été également félicité par l'ensemble de ses ambassadeurs africains pour les nombreuses avancées enregistrées en Guinée. Des résultats parmi lesquels on cite la promotion et le renforcement de l'état de droit. Ce groupe qui connaît ces extensions transgéographiques, eh bien, vous salue. Vous salue, vous se réjouit vraiment de votre présence parmi nous aujourd'hui à l'occasion de la visite que vous effectuez en Suisse, plus particulièrement sur la plus grande place diplomatique onusienne en Europe, c'est-à-dire Genève. Quand on parle de Genève, on parle souvent droits de l'homme. Et je voudrais, à cette occasion, au nom de la Commission de l'Union africaine, de sa présidente, Mme Dlamini Zuma, vous dire toute la satisfaction de l'Union africaine pour les différentes avancées qui ont été accomplies ces derniers temps. Et plus particulièrement, le groupe africain se réjouit de la présence parmi nous lors de la 25e session du Conseil des droits de l'homme, de votre ministre des droits de l'homme, qui est venu plaider une cause qui était très bien entendue, parce que les efforts qui ont été faits sur le terrain, les progrès qui ont été faits sur le terrain ont été remarquables, enregistrés et soulignés aux yeux de la communauté internationale, qui a apprécié et a salué donc, à travers la résolution qui a été prise à cette occasion, les progrès accomplis dans la promotion, le renforcement de l'état de droit. Ce qui a été un honneur particulier et pour le groupe africain ici. Mais je sais très bien que les droits de l'homme ne constituent pas seul votre priorité. Aux droits de l'homme, il y a le droit au développement. Eh bien, vous êtes aussi
pencher sur les questions de développement. Et la place de Genève est également une place importante pour les questions de développement. C'est ici que se trouve l'OMC, c'est ici que se trouve la CNUSED, c'est ici que se trouve l'UIT et beaucoup d'autres agences onusiennes. Alors, j'espère que votre présence ici permettra de toucher également un peu à tout ce monde-là pour continuer à sensibiliser la communauté internationale dans son ensemble pour le développement économique et social de la Guinée dont vous avez la charge. Le message du chef de l'État à ses représentants du continent est bien clair. Celui surtout d'encourager les Européens à l'industrialisation de l'Afrique. Notre grand problème, c'est la pauvreté. Et dernièrement à Bruxelles, lors de la rencontre Afrique-Europe, je leur ai dit c'est bien de nous envoyer des troupes, etc., au Mali, etc. Mais si on s'était penché sur le véritable problème de l'Afrique, c'est-à-dire la pauvreté des populations, si les populations étaient moins pauvres, on n'aurait pas d'Al-Qaïda, on n'aurait pas de terrorisme, on n'aurait pas de guerre civile, on n'aurait pas d'ethnocentrisme. Mais cela suppose que nos matières premières soient achetées à leur juste prix, qu'il y ait un commerce équitable. Et l'Afrique n'a pas besoin d'aide, nous n'avons pas besoin d'aide des mendiants, nous avons besoin de mettre en valeur nos ressources. Donc la première chose, c'est que nos ressources soient payées à leur juste prix. La deuxième chose, c'est de récupérer nos matières premières qui sont très souvent bradées à des multinationales qui très souvent prennent les permis, vont gagner beaucoup d'argent en bourse. Pendant ce temps, ils ne font rien pour développer nos pays. Ils laissent nos mines en jachère ou nos champs pétroliers en jachère. Donc, il faudrait qu'aujourd'hui, nous fassions comprendre aux Européens. Bien sûr, l'Asie était considérée comme l'usine du monde parce qu'ils avaient deux avantages, c'est les salaires bas, mais aussi une maîtrise de savoir-faire. Mais la situation évolue parce que le développement de l'Asie, de la Chine ne peut plus être basé sur le commerce extérieur. Il faut qu'il compte sur le marché intérieur. Mais cela suppose augmenter les salaires. Donc, de plus en plus, le coût de production va être de plus en plus cher en Asie. Nous sommes à côté de l'Europe. Nous avons une main-d'œuvre à bon prix, mais ce qui nous manquait avant, c'était le savoir-faire. Mais nous sommes en train de gagner le savoir-faire. Moi, je viens du Maroc, où j'ai été invité par le roi pour assister à la foire agricole à Meknès. Et j'allais au Maroc avant, mais j'ai vu ces 15 dernières années le progrès extraordinaire que le Maroc a accompli. Quand j'allais au Maroc avant, il y avait une seule autoroute, c'était Casablanca-Rabat. Aujourd'hui, toutes les villes du Maroc sont reliées par autoroute. Et nous avons vu les transferts de technologie, mais surtout les pas de géants que le Maroc a fait depuis 7, 8, 9 ans dans le domaine de l'agriculture et du développement. Donc, il faut que nous fassions comprendre, et vous qui êtes là, à nos vis-à-vis européens, qu'ils ont intérêt à ce que l'Afrique s'industrialise. Et le grand problème qu'on a au niveau des APE, c'est est-ce que nous allons faire des accords qui vont nous condamner à être des fournisseurs éternels de matières premières, ou bien nous allons nous industrialiser et transformer nos matières premières sur place. Vendre la bauxite c'est bien, mais vendre l'aluminium c'est 10 fois mieux, parce que la plus-value n'a rien à voir. Donc, il ne faut pas qu'on nous condamne, il ne faut pas qu'on nous condamne dans des accords qui vont nous pérenniser dans notre situation de fournisseurs de matières premières. Les syndicats européens n'aiment pas beaucoup le mot délocalisation, mais il est évident qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises, surtout qui emploient beaucoup de main-d'œuvre, qui seraient mieux en Afrique, parce que non seulement ça permettait de ravitailler le marché européen moins cher, mais ça donnerait du travail aux Africains, ça ouvrirait un marché pour les Européens et ça permettrait l'industrialisation de l'Afrique. Mais il est évident qu'il y a une responsabilité des chefs de l'État, parce que transformer une richesse pour qui, pourquoi? Si nous transformons une richesse pour une minorité, il est évident que l'Afrique va continuer à s'enfoncer. Mais si nous transformons ces richesses pour la grande population, c'est-à-dire les paysans, les jeunes, ceux d'emploi, l'autonomie
l'émancipation des femmes, etc. Et la lutte en général contre la pauvreté, tous ces mots dont nous souffrons aujourd'hui vont disparaître. Le chef de l'État appelle de nouveau ses ambassadeurs à l'union et à l'entente dans le but de défendre davantage l'Afrique en vue de son développement. En réalité, notre grand problème, c'est de mettre ensemble nos forces. Le Congo seul, je vais parler Congo-Kinshasa, peut donner l'eau et l'électricité à toute l'Afrique, du Cap à Alger. Si nous faisons un gars d'eux, si nous mettons nos forces ensemble pour faire des infrastructures et l'énergie, qui sont nos deux handicaps aujourd'hui en Afrique, nous avons deux handicaps, c'est l'énergie et les infrastructures. Mais ces questions ne peuvent être résolues correctement que dans un cadre ou sous-régional ou régional. Le deuxième problème, c'est les frontières. Et nous continuons à avoir des frontières, disons que les frontières sont ouvertes, mais elles ne sont pas ouvertes. Et si nous voulons avoir un véritable marché, il faut qu'on supprime des frontières au niveau du commerce. Et développer des infrastructures, c'est très important. Parfois, pour aller de l'Afrique de l'Ouest à l'Afrique de l'Est, il faut passer par Paris ou par Londres, etc. Alors que si nous développons des infrastructures, nous développons des moyens aériens communs, faire des compagnies aériennes nationales, ça ne met nulle part, c'est un échec, tout le monde a vu. Par contre, faire des compagnies qui regroupent beaucoup de pays, ces compagnies sont viables. Surtout qu'il n'y a pas de barrière, il n'y a pas l'Afrique du Nord, l'Afrique au sud du Sahara, il y a l'Afrique en général. Donc il faut que vous soyez porteur de ce nouveau message, porteur du fait que l'Afrique n'a pas besoin d'aide, elle a besoin que ses matières premières soient payées à juste prix. L'Afrique n'a pas besoin d'être le fournisseur de matières premières, mais de s'industrialiser pour vendre la plus-value ajoutée. Mais cela suppose, c'est bien ici que vous renforcez votre unité, mais l'important aussi qu'en tant qu'ambassadeur, vous agissez aussi pour amener les chefs d'État africains à plus d'unité et surtout qu'on se donne les moyens de faire face à nos problèmes. Dernièrement, nous avons eu une discussion comment faire pour qu'on n'ait pas recours tout le temps aux Occidentaux pour envoyer nos troupes. Nous avons vu qu'il y a des pays comme l'Angola, comme l'Afrique du Sud, comme l'Algérie, comme l'Égypte ou le Maroc syrien, qui ont des avions de transport, qui ont des bateaux. Donc ils peuvent transporter nos troupes sur le champ de bataille plutôt que d'attendre la France ou les États-Unis. Donc on commence à réfléchir parce qu'il n'est pas normal que nos problèmes soient résolus de l'extérieur. Il faut que l'Afrique résolve elle-même ses problèmes. Mais cela suppose aussi qu'on prenne nos responsabilités. Lorsque l'Union africaine est financée à 80% par l'Union européenne, je ne vois pas comment on va, mon cher frère, l'Union africaine. Donc, si nous voulons donner son poids à l'Union africaine, il faudrait qu'on prenne la responsabilité d'assurer son financement. Nous ne pouvons pas à la fois dire non, nous voulons décider nous-mêmes, quand nous tendons la main aux autres pour faire face à nos besoins. Je pense qu'il faut qu'on ait la franchise de nous parler librement, d'abord de tous ces problèmes. Quelle que soit la valeur d'un médecin, s'il ne fait pas un bon diagnostic, il ne peut pas guérir le malade. Donc l'Afrique aujourd'hui a beaucoup d'avantages. Nous avons l'essentiel des matières premières. Nous avons une population très jeune. Bientôt nous allons peut-être être le continent le plus peuplé, sinon le deuxième. Mais nous avons aussi des maladies. Et ces maladies, il faut qu'on ait le courage de les diagnostiquer pour mieux les soigner. Et vous avez l'avantage d'être à une place qui est presque mondiale, parce que toutes les organisations internationales se retrouvent ici. Donc vous êtes dans une très bonne position pour défendre ces positions de l'Afrique, à condition que vous n'ayez pas honte non plus de montrer nos maladies, nos faiblesses, parce qu'on ne peut pas guérir ces faiblesses si on ne les connaît pas. Il faut que les autres sachent que nous sommes conscients de nos faiblesses et que nous sommes décidés à les surpasser. Mais qu'on n'a pas peur de critiques et on n'a pas peur de reconnaître nos insuffisances, mais qu'on montre aussi notre détermination à dépasser ces insuffisances. Mais lorsque les Européens se plaignent de l'arrivée des jeunes, etc., mais ils ont oublié que leur développement s'est fait sur le dos de l'Afrique. C'est grâce à nos matières premières qu'ils se sont développés.
Donc dans toute cette phase-là, ils étaient très contents de nous piller et de nous laisser complètement en arrière et de se développer. Alors si au moins une partie de ce pillage avait servi à développer l'Afrique, pourquoi voulez-vous que les jeunes Africains meurent dans les eaux méditerranéennes quand ils peuvent trouver du travail dans leur pays? Donc il faut qu'on nous dise aussi la vérité. Lorsqu'on parle d'immigration, ça fait monter l'extrême droite en Europe, etc. Il faut qu'on leur montre que s'il y a l'immigration, ça porte de l'Europe. Parce qu'ils se sont enrichis sur notre dos. C'est grâce à nous que ces pays sont devenus en grande partie. Donc il serait juste qu'il y ait un retour, qu'il y ait la voix de la chasseur, qu'ils acceptent que nos matières premières soient transformées chez nous et qu'ils acceptent de payer au juste prix, qu'ils acceptent qu'il y ait des investissements. L'aide est infime par rapport aux capitaux qui sortent de l'Afrique. Quand vous voyez les capitaux qui sortent de l'Afrique, l'aide ne fait même pas le dixième de ces fuites de capitaux. Mais aujourd'hui, on a deux avantages. C'est qu'il y a quand même une prise de conscience dont j'ai constaté dernièrement à Davos. C'est que le monde prend conscience que le plus grand danger qui menace aujourd'hui la sécurité du monde, c'est le déséquilibre entre les pays développés et nos pays. Et ça, c'est le plus grand danger qui menace la paix et l'unité du monde. La deuxième chose, c'est la prise de conscience aussi que la corruption des multinationales en Afrique est différente de la corruption. Parce que quand vous parlez de corruption, on vous dit qu'il y a la corruption partout. Mais la différence, c'est que ces multinationales qui nous pillent ont l'argent pour payer les grands cabinets d'avocats, les grandes banques d'affaires, de corrompre les hommes politiques, de manipuler les moyens de communication, etc. Donc nos pays faibles, seuls ne peuvent rien. Mais l'exemple de la Guinée vient de démontrer que c'est possible. En effet, il y a une prise de conscience qui s'est manifestée lors du dernier G8 avant nous étions invités, où Cameroun a dit qu'il faut que nous nous mettions ensemble, les pays développés et nous, pour qu'on se mette ensemble pour lutter contre les méfaits des multinationales. Vous voyez que la Guinée, qui est un petit pays faible, sans ressources, nous avons réussi quand même à mener la bataille contre les grandes multinationales. C'est là grâce à la coopération des États-Unis, de la Suisse, de la France, de l'Angleterre et même de New Jersey, qui est un paradis. Donc, si ils nous accompagnent, nous pouvons faire face aux batteries d'avocats, des banques d'affaires, etc. Et aussi aux hommes politiques qui sont sous les ordres. Et donc cela doit être un exemple pour que nous n'acceptions plus que nos matières premières soient bradées. Si la Guinée peut récupérer aujourd'hui ses mines, ça veut dire que n'importe quel pays africain peut récupérer ses mines. Mais c'est un risque que nous devons prendre, évidemment. C'est un risque à payer, mais nos populations méritent mieux, elles méritent qu'on prenne des risques pour changer leurs conditions de vie. Donc vous êtes des ambassadeurs qui ne sont pas comme tous les ambassadeurs. On peut vous comparer aux ambassadeurs à New York, parce que vous êtes dans un milieu où tous les pays du monde se retrouvent. Donc nous comptons sur votre unité, votre détermination et sur votre volonté de présenter ce qu'est l'Afrique aujourd'hui, ce que Youssou N'Dour appelle New Africa. Parce que quand on parle de l'Afrique, c'est des sida, c'est des guerres civiles, etc. On ne voit pas que l'Afrique aujourd'hui a un taux de croissance qui est minimum de 5%, que la plupart des pays aujourd'hui sont devenus démocratiques, etc. Et on ne voit pas l'Afrique émergente. C'est à vous à montrer l'autre image de l'Afrique, cette Afrique. Vous savez, entre les forces qui meurent et les forces qui naissent, on ne les voit pas vite, mais les forces qui meurent disparaissent pendant que les forces qui naissent grandissent. Mais à un moment donné, on voit plus les forces qui meurent. C'est l'histoire, quand vous prenez un vieillard et un jeune, vous voyez que le vieillard marche plus vite, l'homme âgé marche plus vite, mais progressivement, il y a un renversement de rapport de force, pendant que l'autre va plus vite, l'autre va plus vite. C'est ça aujourd'hui l'Afrique par rapport au monde. Tour à tour, ces ambassadeurs ont chacun pris la parole pour remercier et féliciter le président de la République pour le combat qu'il ne cesse de mener dans le souci de faire de l'Afrique un continent émergent. Ils se sont en outre réjouis des progrès enregistrés aujourd'hui pour le développement socio-économique et politique de la Guinée.